Avant de vous présenter mon invité du jour, la minute du partenaire de ce podcast avec le dernier livre de la psychologue Sabrina Philippe, Tous, Fake Self, paru aux éditions Guy Trédaniel, qui est sponsor de l'émission d'aujourd'hui. Alors ce livre parle d'un véritable sujet de société qui n'a jamais été abordé sous cet angle et dont nous avons vraiment besoin de prendre conscience. Quand on se connecte à son téléphone, aux réseaux sociaux, on utilise en fait une stratégie d'adaptation qui nous fait changer de personnalité en devenant ce qu'on appelle un fake self, un personnage virtuel qui, avec le temps, paraît-il, a un sérieux impact sur notre réalité physique. Alors la psychologue Sabrina Philippe explique dans son livre avec humour comment ces changements modifient notre psyché et celle de nos enfants et propose des pistes pour réagir à cette déshumanisation. Alors retrouvez Tous Fake Self de Sabrina Philippe aux éditions Guy Trédaniel. Merci à notre sponsor et maintenant place à l'épisode du jour. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Comment croire en l'avenir quand on a 30 ans aujourd'hui ? Crise écologique, sanitaire, politique, il est en effet difficile de vivre sereinement quand on a la conviction que la planète s'effondre sous nos yeux. À travers le dialogue croisé de jeunes trentenaires contemporains et de deux scientifiques du début du XXe siècle, Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, notre invité d'aujourd'hui introduit l'idée selon laquelle l'humanité est à l'aube d'une nouvelle étape de son évolution, condition à sa survie sur Terre, celle de la noosphère. Cette nouvelle ère de développement, après la géosphère et la biosphère, serait celle de la conscience humaine collective. Alors comment s'appuyer sur les voies proposées par ces deux penseurs du siècle dernier ? Comment provoquer l'avènement de cette noosphère ? Comment redonner espoir aux générations futures ? C'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui avec mon invité, journaliste et écrivain, auteur de nombreux ouvrages. Bonjour Patrice Van Hersel. Bonjour Anne. Alors, je suis ravie de vous recevoir dans Métamorphose. On le disait hors antenne, on croise nos noms depuis des années, mais on ne s'était jamais rencontrés, si je puis dire, en vrai. Et j'ai été passionnée, et ma famille et mes proches peuvent en témoigner, par votre ouvrage, dans lequel je me suis plongée et replongée. Et alors, votre dernier récit, Noosphère, qui est paru aux éditions Albin Michel, est un mélange d'autobiographie, de biographie de personnalité du début du XXe. Je le disais en introduction, le prêtre jésuite paléoanthropologue Teilhard de Chardin, le grand scientifique géologue russe Vladimir Vernadsky, mais aussi de contemporains comme Pablo Servigne, qu'on va retrouver, qui est chef de file du mouvement collapsologue. Alors, comment qualifiez-vous cet ouvrage, vous ? Eh bien, ça n'a pas été très facile quand le vieux et formidable patron des éditions Albin Michel a accepté l'idée que je le fasse. Il se demandait s'il ne fallait pas appeler ça roman. Parce qu'il y a un aspect récit romanesque et en partie mise en fiction quant aux jeunes d'aujourd'hui qui sont complètement désespérés, qui sont inspirés de vrais personnages que je connais, mais que j'ai mis en scène en quelque sorte. Et puis, roman, ça n'allait tout de même pas parce que tout est vrai. Alors, on sait bien que beaucoup de romans racontent en réalité le réel. Mais voilà, donc disons que c'est un récit. C'est pourquoi nous avons mis en sous-titre « Éléments d'un grand récit pour le XXIe siècle », parce que nombreux sont les penseurs et les observateurs de notre monde qui pensent que nous manquons d'un grand récit. C'est ça. Alors c'est un récit justement qui est à la fois dense, complexe, passionnant, très riche. On peut tirer vraiment beaucoup de fils de cet ouvrage. Et alors l'un des personnages principaux de votre ouvrage, Sacha, qui est ce jeune trentenaire, qui est père, qui est très pessimiste face à l'avenir et qui est en panne un peu de désir. Et ça le paralyse au point de refuser de travailler. Et ce qui frappe au début de l'ouvrage, c'est la différence de vision entre ce jeune Sacha, pessimiste, en colère,
et les générations précédentes, notamment sa mère, Laura, qui n'en peut plus, lui, de ses salades, etc. Je vous cite, qui parle de vision délirante. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence de point de vue générationnel, s'il y en a une, qui vivent pourtant dans le même monde, mais qui finalement, là, ne se comprennent plus? Je dois dire que la maman de Sacha, Laura, elle est de ma génération, c'est-à-dire on est des gens qui avons eu à peu près 20 ans, elle un peu plus jeune quand même, mais 20 ans en 68. Et c'est vrai que dans le mouvement de 68 et ce qui a suivi, nous avons été portés par toutes sortes d'utopies qui étaient en partie fondées sur des désirs extraordinaires, mais aussi, souffrant de déni. Nous étions dans le déni parce que moi, mes premiers reportages pour Libération qui venait de naître, c'était avec René Dumont, qui était le premier candidat écologique français, et on savait très bien que les choses n'allaient pas... ne se passait pas comme il aurait fallu sur la surface de cette planète. On disait déjà, moi dont le père était devenu un agriculteur biologique dès les années 60, je peux vous dire que dès les années 60, on disait on a encore 10 ans pour changer. Et puis dans les années 70, on a redit, on a encore 10 ans pour changer de modèle. Et puis ça s'est répété, années 80, années 90, années 2000, années 2010. À un moment donné, ce n'est plus possible de dire encore 10 ans, on n'a plus que 10 ans pour changer. Non. Et là, quelqu'un comme Sacha, il ne peut plus être dans le déni. Il sait, il voit ce que disent, c'est le début du discours des collapsologues, que nous allons vers des échéances très difficiles et que nous n'avons pas 10 ans pour changer et que quelque part, on va rentrer dans le mur et que la question, c'est de savoir comment réagir. On va pas mourir, on va pas tous disparaître. Mais Sacha, lui, pense que si. Sacha, il est désespéré. Il pense que c'est fichu et que, pour reprendre un titre de celui qui fut la plume un peu du commandant Cousteau, Yves Pacalet, qui disait « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Et Sacha, dans ces moments d'ironie amère, dit ça. Il dit on va disparaître et c'est tant mieux pour la planète parce qu'on est vraiment des parasites, quoi. On est des parasites. Alors simplement, moi, je veux lui faire rencontrer les vrais collapsologues, quoi. C'est ça. Alors pour aider Sacha, vous, le narrateur, vous organisez une rencontre avec Pablo Servigne, qui est chef de file, notamment Pablo Servigne, qui est chef de file de la collapsologie. Alors pourquoi cette rencontre et qu'est-ce que la collapsologie? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, mais je suis sûre que dans celles et ceux qui nous écoutent, peut-être tout le monde ne connaît pas encore. Je remarque que le mot collapsologie est très mal utilisé. Enfin, Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens ont inventé ce mot. Et les commentateurs, dans les médias, et je vois autour de moi, chaque fois qu'on parle de collapsologie, on pense que ce sont tous des sortes de Sacha, mon jeune personnage. C'est-à-dire qu'ils sont désespérés, qu'ils disent c'est foutu, etc. Or, pas du tout. Pas du tout. Les collapsologues, ce sont d'abord des scientifiques qui en gros, généralisent les conclusions du GIEC, que plus personne ne conteste aujourd'hui sur le réchauffement climatique et sur les conséquences que ça va avoir sur notre planète. Et là, contrairement à Sacha, et c'est pour ça que je tiens absolument à ce qu'ils se rencontrent, à ce qu'ils les rencontrent, et à ce qu'ils rencontrent Pablo Servigne, ils n'en tirent pas un désespoir du tout. Ils disent comment nous allons faire, et ils invitent d'abord, essentiellement, à une révolution intérieure, en disant l'être humain peut s'en sortir. Il va y avoir des gros dégâts, et c'est comme ça d'ailleurs, on pourra en reparler, qu'eux me demandent de leur parler de l'accompagnement des mourants, mais il va y avoir de gros dégâts, mais l'être humain est ainsi fait qu'il peut s'en sortir, mais à condition de muter. Et la conscience individuelle, elle rejoint une conscience collective, et cette conscience, elle est là. Et
ce sur quoi ils insistent beaucoup, et pas dans leur premier livre, mais leur premier livre qui s'appelait « Comment tout peut s'effondrer », ça c'était très raide. Mais tout de suite après, ils ont publié d'autres livres où ils disent on dit beaucoup que l'être humain est un homo demens, comme dit Edgar Morin, un homo fou, mais il est aussi un prodigieux acteur de solidarité. L'être humain est un être vivant, et le vivant d'une manière générale, et sinon il n'y aurait pas eu de vie sur la planète, le vivant est un tissu de solidarité et d'entraide beaucoup plus que d'agressivité. C'est agressif aussi, mais la vraie loi de la jungle n'est pas du tout celle que décrivent les violents. Je sais pas, les nazis. Les nazis prétendaient être appliquer la loi de la jungle, sauf qu'ils ne la connaissaient pas. Et que Gauthier Chapelle, par exemple, explique de manière extrêmement claire, rationnelle et scientifique que sur toutes les interactions qu'il y a dans la nature, il y en a peut-être 15 à 20% maximum qui sont d'ordre agressif, violent, prédation, alors que 80 à 85% des interactions dans la nature sont d'ordre coopérante. Collaborative, oui. Collaborative. Et Pablo Servigne cite le penseur, l'anarchiste, le libertaire écolo de la fin du 19e siècle qui s'appelait Kropotkin, traduit en français par Élisée Reclus. Ce sont des géographes au départ, et ils inventent le mot entraide. Le mot entraide. Et donc, voilà, il faut absolument que... C'est le discours des collapsologues, il faut absolument que nous nous appuyions sur le fait que nous sommes une espèce très, très coopérante, encore plus coopérante que les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que le fait est que nous naissons très, très, très prématurés. Il n'y a aucune autre espèce animale ne naît de façon aussi prématurée. Nous mettons combien... Un bébé, il est pas capable. Dépendant, il est dépendant, mais nous sommes c'est... dépendants jusqu'à quoi, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Aujourd'hui, beaucoup plus. Aujourd'hui, jusqu'à 20 ans. Les ados font leur tanguy, là, aujourd'hui. Oui, la tanguisation de l'humanité, elle est bonne dans le sens où nous sommes de plus en plus ouverts à la culture. Nous ne sommes pas déterminés au départ, mais donc nous avons absolument besoin de nous entraider. Et c'est vital, c'est pas un vœu pieux, c'est un fait. Et sur ce fait, on peut s'appuyer fortement. Et le vivre... Alors, ce que les collapsologues disent et que mon ami Sacha, quand je lui présente Pablo sous sa yourte dans la Drôme, il a un peu de mal à admettre cette partie du discours collapsologique qui consiste à dire il va falloir beaucoup pleurer. Il va falloir beaucoup pleurer parce qu'il faut s'accepter. Nous sommes formidables, mais nous sommes aussi très vulnérables. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, les collapsologues m'avaient contacté, parce que moi j'avais travaillé il y a fort longtemps, mais de manière très intense, sur l'accompagnement de la fin de vie. Ça a été pour moi personnellement la première, peut-être pas la première, la deuxième, parce que la première mutation intérieure, c'est quand même de rencontrer pleinement l'amour. Ça, c'est bon. Évidemment, mais on y reviendra, oui. Mais la deuxième chose, et ça m'a bouleversé de façon intense, c'est quand j'ai rencontré Elisabeth Kubler-Ross, que j'ai fait un début de formation avec elle aux États-Unis, et que j'ai été confronté à des personnes qui allaient mourir, et que j'ai pleuré comme jamais j'aurais cru que j'étais encore capable de pleurer, ou même que j'avais jamais fait de ma vie, et que le fait d'admettre que j'étais vulnérable, que j'étais faible, dans la mesure où ça se passait dans un cadre de compassion, où Elisabeth Kubler-Ross, elle était formidable pour ça.
elle avait été à une école, si l'on peut dire, très violente, puisque c'est l'ouverture des camps de concentration et puis ensuite, à l'extrême inverse, la découverte des grands hôpitaux américains modernes qui sont formidables, sauf qu'on est dans le déni complet, on ne meurt pas, mais non, ma chérie, tu ne vas pas mourir, mais non, parce que la technologie sera suffisamment forte pour te maintenir en vie. Ça, cette espèce d'illusion énorme, et prise entre ces deux pôles, d'un côté l'ouverture des camps de concentration, de l'autre ces merveilleux hôpitaux qui sont complètement dans le déni. Elle a fait partie de ceux qui ont inventé ou réinventé plutôt l'art de nous accompagner les uns les autres dans la fin de vie. Et ça, pour moi, ça a été très, très, très bouleversant, parce que ça vous fait changer à l'intérieur, parce que vous découvrez un visage de la souffrance que moi, en tant que 68ard, la souffrance, non merci, c'était judéo-chrétien, c'était masochiste, etc. En réalité, j'y comprenais rien. Voilà. Et donc ça, les collapsologues, d'une certaine façon, ils le disent aussi. Ils disent, on a une force considérable, mais il faut aussi voir... Et on y reviendra aussi avec cette idée d'éco-psychologie un peu plus tard dans cet entretien. Vous avez expliqué ce retournement intérieur dans un de vos livres sur la fin de vie. Vous en parlez dans La Source Noire, il me semble, c'est ça ? Oui. Alors, dans ce livre Nosphère, vous incarnez le narrateur de votre ouvrage, je l'ai dit, qui a mené une enquête poussée sur deux personnages historiques du début du XXe siècle, le russe Vladimir Vernadsky et le prêtre paléoanthropologue. Alors, c'est très très long, la façon dont vous l'appelez. Jésuite, brancardier, etc. Vous nous le direz tout à l'heure, c'est assez drôle, j'adore. Et Pierre Teilhard de Chardin. Et c'est la scientifique microbiologiste et artiste américaine, qui fut d'ailleurs co-auteur de la théorie de Gaïa, Lynn Margulis, qui vous met sur la piste et qui vous pousse à vous intéresser quelque part à la vie, à l'œuvre de ces deux personnages. Alors, qui étaient-ils Teilhard de Chardin et Vernadsky, avant d'arriver évidemment à cette rencontre qu'on va narrer, mais au départ, qui était-il ? Oui, alors c'est drôle que ce soit venu des États-Unis, mais c'est pas du tout un hasard, parce que là, je parlais avec quelqu'un de la fondation Teilhard de Chardin récemment qui disait le teilhardisme, quelque part, renaît grâce aux Américains. Et là, il est mort là-bas d'ailleurs. Il est mort à New York. Et le jour de Pâques 1955. Et donc oui, ce sont ces chercheurs américains, c'était ceux qui étaient actifs de façon complètement géniale et presque, on a pu penser délirante, qui créaient cette biosphère 2, cette enceinte où on devait recréer une petite planète en recyclage complet avec... qui est une expérimentation, en fait. Une expérimentation qui a été formidable. J'avais fait à l'époque des films sur eux pour la télévision. Et c'est eux, oui, qui m'ont expliqué cette vision qu'ont les deux personnages que sont Teilhard et Vernadsky, Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky. Eux, qui sont donc des hommes de la fin du XIXe siècle, mais qui vont déployer leur vision au début, dans la première moitié du XXe siècle, et qui, par des chemins différents, et sans se connaître du tout, ils vont se rencontrer finalement à Paris en 1924-25, mais sans se connaître, ont les mêmes intuitions, les mêmes visions, à savoir que d'abord ils sont tous les deux complètement darwiniens. Ils pensent que, et en même temps bergsoniens, c'est-à-dire que ils pensent que tout évolue en permanence, rien n'est arrêté, tout évolue. À l'époque, on connaît pas. Création, oui. Tout est en création permanente. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, on ne connaît pas encore l'idée de Big Bang, mais elle flotte déjà dans l'air. Teilhard appelle ça l'atome originel. Et l'idée que ça évolue en permanence, alors que l'Église catholique, Teilhard est un jésuite et il ne sera jamais autorisé à publier quoi que ce soit parce que l'Église refuse cette idée en étant bloquée sur des visions archaïques
qui ont joué leur rôle, mais qui ne sont plus, qui sont devenus obsolètes. Oui, il bloque sur le côté féminin, darwiniste, et puis aussi sur ce côté justement évolutionnaire, je crois. Hein. Sur ce côté évolutionnaire, oui. Teilhard de Chardin, c'est un prêtre. Alors, c'est un scientifique, il est géologue, il est paléontologue, et puis il va devenir en fait paléo-anthropologue, et il aura un cours à l'Institut catholique. Mais pendant la guerre de 14, et c'est ça, en fait, moi, qui m'avait frappé déjà depuis longtemps, parce que Teilhard de Chardin, quand même, on le connaît, on en a entendu parler. Et moi, ce qui me frappait beaucoup, c'est que ses visions les plus fortes, je ne savais pas beaucoup plus que ça, mais ses visions les plus fortes, il les a eues alors qu'il est brancardier dans les tranchées de 14-18 et pendant de 1915 à 1918. D'ailleurs, il a une chance dingue parce que 2 de ses frères seront tués, 2 autres frères grièvement blessés. Lui, il passe littéralement entre les balles alors qu'il est très courageux. Il va être décoré plein de fois parce qu'en tant que brancardier, il court sous les bombardements pour aller essayer de sauver des gens ou ramener des corps, des poilus tombés au combat. Et dans l'horreur de cette Première Guerre mondiale et de l'horreur des tranchées, il a, et ça paraît surréaliste, il a des visions très très fortes. Et pendant la guerre, il va écrire 16 petits essais qui sont des essais... c'est difficile de qualifier exactement parce que c'est ancré dans une connaissance scientifique, mais en même temps, c'est complètement métaphysique. On pourrait dire même poétique. Teilhard de Chardin, il a une écriture... c'est un grand poète. C'est un grand poète. Et donc, ces visions... alors, quelle vision il a c'est résumé dans quelques lettres que je publie dans mon livre, où il dit... Je peux citer, par exemple, oui. Il dit « À certains moments exceptionnels, il m'a été donné de percevoir l'orée de ce phénomène extraordinaire, notamment alors que je me trouvais dans les tranchées en pleine guerre, comme si quelque chose de supérieur nous permettait de voir parfois de haut la sanglante boucherie d'y contempler, comment dire, la violence d'un accouchement. » Il y a quelque chose, à la fois c'est très mystérieux, il y a quelque chose là qui se sublime, qui se transcende de manière presque incompréhensible pour nous, n'ayant pas vécu ça. Exactement. Exactement. Comment il peut voir, il appelle ça la plage rouge, c'est-à-dire oui, la violence d'un accouchement, il sent que quelque chose se cherche, se joue, et pour nous, aujourd'hui, et je disais que j'étais de la génération de mai 68, particulièrement pour cette génération-là, il y a quelque chose d'incompréhensible parce que nous, on était persuadés que ce qui compte avant tout et de manière quasiment exclusive, c'est le désir. Bien sûr, le désir, Eros. Il faut désirer, donc peace and love, il faut désirer très 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 fort et ça arrivera. Et la tragédie, on pourrait dire, de l'humain, c'est pas que ça soit impossible et c'est pas que l'univers soit absurde. Non, il y a du sens qui sort de partout, mais l'évolution se fait sous une pression terrible. Et lui, c'est ce qu'il voit. Il voit que l'humanité évolue, mais pour le dire de manière quand même un peu familière et triviale, à coup de grands coups de pied au cul. C'est-à-dire que, comme si le désir seul ne suffisait pas, la bonne volonté, et ça, on le remarque avec les 2 guerres mondiales, il y a plein de bonnes idées, par exemple. Pour la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de très bonnes idées qu'on a, je ne sais pas, en France, mettons, le Front populaire, d'être plus solidaire, de partager davantage. Mais pour que ça s'impose vraiment, quelque part, il a fallu la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux. Mais effectivement, à partir de 1944, on parle beaucoup aujourd'hui, vous savez, des grandes résolutions du Conseil national de la résistance. Eh bien oui, les belles idées du Conseil national de la résistance, elles se sont appliquées, mais parce que on avait été soumis à un marteau-pilon cosmique, et quelque part, c'est ce que Teilhard sent, mais il ne s'acharne pas sur le côté tragique, même si
certains jours, il fait des crises de blues absolument abyssales, mais Abyssal oui, des crises abyssales, mais lui, ce qu'il voit, c'est le bébé qui va naître de cet accouchement, et il voit une conscience grandissante. Et à 4000 km de là, sans qu'il se soit dit quoi que ce soit, et sans se connaître d'ailleurs, un autre personnage, Vladimir Vernadsky, qui est géologue, lui, il vit la révolution russe, et comme au départ, c'est un aristocrate libéral qui a été tout à fait pour la révolution de 1905 qu'ils ont perdue, et puis pour la révolution de février 17, c'est-à-dire que la Russie s'ouvre à la démocratie, au féminisme. Les deux sont, d'ailleurs, ça c'est très frappant, les deux sont très féministes. Oui. Teilhard, il écrit ça, c'est pour les chrétiens, c'est quelque part important. Il dit, pour moi, dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui symbolise la croix chrétienne, eh bien, le Père, c'est masculin, mais le Saint-Esprit, c'est féminin. Et quelque part, cette vision, moi, me plaît beaucoup. Eh bien, le Russe, c'est la même chose de façon plus pragmatique. Il a monté, parce que c'est un surdoué, il a toute une bande d'intellectuels autour de lui, et ils ont monté une fraternité dont le but principal est d'émanciper le peuple par l'éducation, et d'abord les femmes. Et ils sont très, très... Voilà. Très visionnaires et progressistes, hein, les deux. Les deux. Et Vernadsky, ce qu'il voit de façon très intense, c'est à quel point ce que nous appelons la vie biologique, c'est-à-dire que ce que nous, plus tard, dans les années 50, on va appeler l'ADN, en fait, tout ce qui naît de l'ADN, est une force cosmique qu'on ne peut pas expliquer de façon simpliste, et qu'on ne peut pas ramener à de l'inerte. Il donne... alors ça ne plaît pas forcément aux scientifiques d'aujourd'hui, parce qu'on pourrait appeler ça du vitalisme. Il pense que la vie, on peut pas... elle dépasse l'humain, voilà. Elle est... oui, il y a quelque chose d'autonome, en fait, qui est presque comme une entité vivante. Il voit cette biosphère, cette planète comme un être autonome, presque. Comme un être autonome. Et cet être autonome, la vie qui a connu bien des crises, parce que déjà à l'époque des bactéries, parce qu'au début la vie c'est nos ancêtres premiers, formidables, géniaux, ce sont les bactéries. Et les bactéries, elles ont régné sur cette planète, elles ont à peu près tout régulé sur cette planète pendant au moins 2 milliards d'années, avant que paraissent des formes vivantes plus sophistiquées. Mais cette vie, elle a connu toutes sortes de crises. Mais alors, la crise qui est due à l'humain, aujourd'hui on appelle ça l'anthropocène, l'époque géologique où ce sont les humains qui deviennent le moteur, ça paraît fou, mais le moteur géologique. Oui. D'impact d'évolution. Impact d'évolution. Notre empreinte, oui. C'est peu dire, parce que l'empreinte, on imagine, oui, une trace de pied dans un sol boueux, mais c'est beaucoup plus que ça. La vie, elle a littéralement... Moteur d'évolution. Moteur. Ouais. La vie, en soi, a forgé complètement l'écorce terrestre. C'est-à-dire que moi, je vous parle, là, depuis la région parisienne, j'ai donc des kilomètres de roches sédimentaires sous mes pieds. Eh bien, ces roches sédimentaires, elles ont été complètement pétries par la vie pendant des milliards d'années. Et pareil pour l'atmosphère. L'atmosphère, on s'en soucie beaucoup aujourd'hui, mais vous savez qu'elle est réglée à juste un pourcentage d'oxygène, 21% d'oxygène. Hein, 21%, le reste, c'est surtout de l'azote, et puis des traces d'autres choses, et puis du gaz carbonique, un peu trop aujourd'hui. Eh bien, ça ne s'est pas fait par hasard. C'est une homéostasie, c'est une espèce de régulation permanente qui est
On ne sait pas encore très bien d'ailleurs, mais on soupçonne les bactéries de jouer un rôle très très important et la vie d'une manière générale, la vie s'autorégule. Et quand arrive l'humain, il y a très peu de temps, il y a 2-3 millions d'années, eh bien assez vite il dérègle les choses. Voilà, assez vite, mais au début ça se voit pas. Et là, depuis quelques siècles, ça se voit très très fort. Oui, à travers l'agriculture, etc. Effectivement, vous revenez sur Homo sapiens sapiens, là, sur toute l'évolution qui fait qu'on fait bouger biosphère à ce moment-là de manière accélérée quand même, déjà. Simplement, là maintenant, c'est devenu tellement gros qu'il faudrait être aveugle pour pas le voir. Et donc, il y a nécessité d'une mutation, cette mutation qu'on peut vivre à l'échelle individuelle, en prenant conscience à la fois de notre force incroyable. Nous sommes une espèce incroyable. Nous sommes une espèce, c'est cosmique. Enfin, il faut... Quelle chance! Il y a des Tibétains qui disent « Toi qui as pris la forme humaine, ne gâche pas cette occasion. » Parce que si vous traversez l'espace, comme dans les films de science-fiction, à la vitesse de la lumière, eh bien, pour tomber sur un assemblage de molécules aussi complexe qu'un être humain, je peux vous dire qu'il faut vous lever de bonne heure. C'est quelque chose. Nous sommes quelque chose de très rare, de très rare et habité par une force colossale, d'une part, mais d'autre part, nous sommes inconscients, nous foutons en l'air la planète et nous restons dans le déni, et nous sommes vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes en plus très individualistes, mais ça, j'aimerais bien qu'on y revienne après l'histoire de l'individualisme. Oui. Parce que... Alors, on va revenir dessus. Alors là, pour l'instant, effectivement, on est avec cette conscience. Vladimir Vernadsky, il prend conscience. Et lui aussi, c'est pas dans les tranchées, mais il va avoir des prises de conscience marquantes, parce qu'il va vivre déjà la Révolution. Il va être jeté en prison et il va avoir une très grave maladie, je crois que c'est le typhus. Et il va avoir lui aussi à ce moment-là des révélations, si je puis dire. Oui, il a des visions. Vernadsky, il n'est pas très connu à l'Ouest, et surtout, on ne connaît officiellement que ses écrits scientifiques. Et ses écrits scientifiques sont très secs. Moi, je suis allé là-bas, et je ne parle pas russe, ni ukrainien, mais j'ai eu la chance d'être bien accompagné, et j'ai trouvé son journal. Et dans son journal, là, c'est là qu'il explique ses visions. Et effectivement, il a des visions incroyables. Quand il a le typhus et qu'il est sur le point de mourir, il a des visions qui l'amènent très, très, très loin, mais ensuite, lui, toujours arrive à retomber sur ses pieds de manière concrète, du genre, quel laboratoire il faudrait monter, quelle recherche, quelle collaboration, ça, il insiste beaucoup là-dessus, quelle collaboration entre les chercheurs du monde entier il faut organiser. Il va se battre, il va rencontrer Bergson plus tard pour lui dire il ne faut absolument pas laisser les savants russes les ostraciser, les boycotter, parce que c'est très important de collaborer. Et ça, ces visions-là, il les a alors qu'il a 42 fièvres et qu'on craint qu'il meure. Et plus tard, quand il sera en prison, parce que certains bolcheviks veulent le tuer, il va être sauvé par Lénine, parce qu'il se trouve qu'il avait été copain. Dans sa bande, il y avait le frère de Lénine, avant que celui-ci ne soit pendu. Et là, en prison, il pense que c'est foutu, il pense qu'il va être exécuté, et il lance un appel dans le vide, comme ça, de sa tête. Il lance un appel en disant « Que puis-je faire, moi qui suis là maintenant totalement démuni, totalement désarmé, moi qui suis... Et il reçoit une inspiration. Alors, la question de l'inspiration, d'où ça vient? D'où viennent nos grandes inspirations? D'où vient l'inspiration de Mozart quand il écrit un opéra en 3 nuits? Il y a des explications, mais ça reste aussi un grand mystère. Il y a des explications, mais ça reste un grand mystère. Et lui, il reçoit cette parole très fulgurante. Appuie-toi sur l'infini. J'adore ça, c'est très très touchant sur l'infini. Ça. Ouais. Oui, moi aussi, sur le coup, j'ai pas complètement compris. Et puis depuis que j'ai lu ça, c'était vers 2016-2017, quand j'étais
en Ukraine, ça prend de plus en plus sens. Je dois dire que ça prend de plus en plus sens et on l'a évoqué tout à l'heure hors antenne. Moi, mon ami Denis Marquet, quand il écrit aujourd'hui en 2022, en 2021, il écrit aimer à l'infini. Oui, et quelque part, c'est de cet infini-là qu'il s'agit. Et pour Vernadsky, qui est très concret, très pragmatique, tout de suite, ça le fait sortir de sa dépression, et il voit tout de suite les applications pratiques de ce que ça pourrait vouloir dire. Parce que l'infini, comment en parler ? Et lui, son but, c'est aussi de faire des calculs, et on pourrait remettre cet infini aussi en miroir de Spinoza, mais on partirait sur un autre sujet. Alors, Chardin et Vernadsky vont finir par se rencontrer à Paris avec un troisième personnage qui est l'héritier de Henri Bergson, le roi. Édouard Leroy, oui. Édouard Leroy, voilà. Tout comme lui, sont influencés par la pensée de ce dernier, et ils vont déboucher à travers leurs discussions vers ce fameux concept, on y arrive, de noosphère. Alors, vous allez nous le rappeler, nos en grec, c'est ce qu'on pourrait traduire comment ? Par conscience, esprit ? Oui, Platon en parle, et puis les pères de l'Église, ils en parlent tout au long de l'histoire de la philosophie et de la théologie et de la métaphysique. Oui, nous en grec, mais après en français on va dire nous. Nous, c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est l'âme. Et effectivement, grâce à Édouard Leroy, dont je viens de rencontrer le petit-fils, je suis très content. Super. Oui, incroyable. Incroyable, ouais, super. Qui est à Paris, et qui est un haut fonctionnaire, mais très, très, très intéressant. Ils se rencontrent, les deux, et ils s'aperçoivent très vite qu'en fait, ils travaillent un peu sur la même chose, avec des façons différentes, parce que Teilhard de Chardin, lui, il est quand même prêtre. Il est croyant, mais plus que croyant. Pour lui, c'est toute sa vie. C'est un homme très très vivant qui a toujours besoin d'ailleurs de compagnes féminines en toute chasteté, je crois. J'ai enquêté là-dessus, ça a toujours été, il a respecté son vœu de chasteté, de célibat, mais les deux hommes sont très entourés de femmes géniales. Et il vit des amours, on pourrait dire, platoniques. Il vit des amours platoniques, ce qui ne va pas être sans problème à certains moments, et il va, à la fin de sa vie, dire à quel point il regrette d'avoir quand même incendié un certain nombre de cœurs, on pourrait dire. Mais ensemble, ce Russe et ce Français vont, grâce au catalyseur Édouard Leroy, et là, moi, je me suis permis, tout en le disant très, très clairement, je me suis permis de faire l'hypothèse que le mot noosphère aurait été inspiré par Édouard Leroy, parce que Édouard Leroy, c'est le professeur de philosophie grecque et latine au Collège de France, où il a succédé à son maître Henri Bergson. Et donc, ils se disent, oui, eh bien voilà, sur une lithosphère, boule de pierre, est venue se greffer une biosphère. La surface de la boule de pierre s'est recouverte de vie. Et sur cette biosphère est venue une anthroposphère, on pourrait dire, une couche de plus qui est la couche humaine. Et qui, elle, de façon très, très, très rapide, a fait évoluer les choses, et d'une façon un peu dangereuse, parce que la biosphère est attaquée, et donc il faut absolument qu'il y ait une sphère de plus, une écorce de plus par-dessus cette sorte d'oignon, si vous voulez, une couche de plus, et qui s'appellerait la noosphère, c'est-à-dire la sphère de conscience. Et cette sphère de conscience, les trois hommes, donc Teilhard de Chardin, Vladimir Vernadsky et Édouard Leroy, ont bien conscience qu'elle existe déjà. C'est-à-dire que dès que les humains se mettent à
avant même qu'ils bâtissent des civilisations, d'ailleurs. Mais dès que les humains se mettent à agir, c'est en collectif. Il n'y a pas Mowgli, un petit homme qui naîtrait seul dans la nature, il va pas très loin. Nous sommes solidaires, nous sommes forcément collectifs. Et la moindre invention que l'humanité fait, c'est toujours une œuvre collective, avec des gens qui sont plus moteurs que d'autres, bien sûr, mais c'est toujours collectif. Et cette collectivité humaine de la pensée, elle existe évidemment depuis longtemps, mais elle n'est pas encore comme consciente d'elle-même. Elle n'est pas encore... Et quand moi je raconte tout ça, parce que moi je raconte cette histoire à ce jeune homme qui s'appelle Sacha et qui est complètement désespéré, et puis à ses amis, à sa mère, etc. Et quand... dans le livre. Dans le livre, oui. Dans le livre, je leur raconte ça, mais ça s'est passé un peu comme ça dans la réalité. Et forcément, on se dit, mais alors, elle est où cette noosphère aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'elle... S'ils ont eu raison, s'ils disent... contre vents et marées et à travers des épreuves épouvantables, comme notamment les guerres mondiales, quelque chose qui nous dépasse est en train d'émerger, alors nous qui aujourd'hui, comme disent les collapsologues, sommes quand même un peu au pied du mur, ou le dos au mur, parce que les échéances sont rapide, et le Covid, à mon avis, n'a jamais été qu'un petit apéritif de rien du tout. Alors, je ne rentre pas dans le débat de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est manipulé, pas manipulé, etc. Toujours est-il que ça a été mondial, que ça a réagi très vite, très fort, mais que c'est pas grand-chose à côté des épreuves qui peut-être nous attendent. Et donc, face au désespoir du jeune Sacha qui dit « mais c'est foutu, l'humanité va disparaître », eh bien je brandis en quelque sorte cette histoire et cette hypothèse de la noosphère, à savoir qu'une conscience collective est en train de naître, et bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, une des réponses qui sort de nos discussions avec ces jeunes gens, c'est de savoir si, par exemple, est-ce que Internet est un des visages de la noosphère. Mais là, je vais peut-être un peu plus vite que vos questions, je ne sais pas, mais... Non, mais sans parler pour l'instant d'Internet, effectivement, vous dites bien, Nosphère représente pour vous et pour d'ailleurs vos personnages du XXe siècle la seule chance presque de survie de cette planète, parce qu'elle est annonciatrice à la fois d'une humanité sauvée, comme vous dites, et en même temps, vous dites aussi que même si l'intelligence collective des humains est impressionnante, elle est encore que très partiellement consciente. Et que seul un saut finalement colossal, collectif de la conscience pourrait nous faire basculer. Donc se pose aussi cette question évidemment de est-on arrivé au temps de la noosphère pour nous, de cette conscience nouvelle ? À leur époque, eux, ça semblait encore embryonnaire, cette métamorphose de la noosphère. Alors, est-ce qu'on est à ce point de bascule ? On peut aussi se poser cette question. Oui, pour Teilhard, c'est Teilhard peut-être qui l'explicite le plus. Il parle de planétisation. Il dit, aujourd'hui, on dirait peut-être planétarisation, enfin globalisation. Le fait que les échanges entre les humains se passent, et au début du XXe siècle, c'est déjà le cas, puisque la guerre est mondiale, mais heureusement, les échanges le sont aussi, les échanges aussi bien matériels que culturels. Les humains s'influencent les uns les autres, et eux ont l'impression qu'on avance à grands pas. Et après la Seconde Guerre mondiale, alors là, Vernadsky, lui, ne sera plus là, puisqu'il meurt tout début 1945, après avoir essayé de convaincre Staline. C'est une autre histoire. Il lui envoie son manuscrit, oui. Il envoie un manuscrit à Staline pour le convaincre qu'il y a une force qui s'appelle l'esprit
et qu'elle est planétaire. Donc quand il voit, donc là c'est Teilhard de Chardin et son ami Édouard Leroy aussi qui le suit un peu jusqu'au bout, qui voit naître l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO, l'OMS, toutes ces grandes instances internationales qui ont éveillé des espoirs énormes. À la fin des années 40, début des années 50, on pense, évidemment, très vite, on va retomber dans la guerre froide, donc rien n'est simple. Mais peut-être qu'on pourrait dire, on avance de 2 pas, on recule d'1 pas. Il y a tout de même un acquis qui subsiste, mais quelle était la vision de Teilhard de Chardin et de Vernadsky quant à l'avènement d'une noosphère pleine et entière? Très difficile de le dire, parce qu'eux-mêmes, évidemment, n'en savaient rien. Et Teilhard, il dit, est-ce qu'on compte en années, en siècles, ou en millions d'années? Aujourd'hui, il y a une accélération telle qu'on pourrait dire... millions d'années, ça sera peut-être une autre espèce à ce moment-là. Peut-être que quelque chose émergera des baleines et des dauphins que ça ne sera pas les enfants de singes ou de guenons que nous sommes. Mais oui, puis en même temps, vous précisez que les grands bonds en avant de l'évolution, tous étaient imprévisibles. Donc finalement... Tout à fait, fait. Et complètement. Et ça, c'est là, une fois ou deux, je cite Edgar Morin, qui dit qu'il est un opti-pessimiste parce que rationnellement, comme ça, il y a de quoi être pessimiste, mais que en même temps, si l'on regarde les grands bonds qui ont eu lieu dans l'évolution depuis que l'univers existe, autant qu'on sache, ça a toujours été incroyablement imprévisible, surréaliste. Oui, c'est ça. Ils sont mus par un surréalisme cosmique. Un surréalisme cosmique, exactement. J'aime beaucoup. Oui. Et donc, moi, il y a quelques penseurs que je cite aussi, comme par exemple le psychologue américain Steven Pinker, oui. Qui dit, attendez, et il s'adresse à tous ceux qui sont pessimistes, et aujourd'hui on est très nombreux à être pessimistes, eh bien il dit, mais attendez, si vous mesurez par exemple une donnée qui est la violence qui nous fait peur, qui est toutes les violences, et que vous ramenez la violence à un critère simple qui est quel est le risque qu'un enfant qui naît aujourd'hui, on est en début 2022, un enfant né aujourd'hui, quel est le risque qu'il court que la fin de sa vie, ça sera tué, assassiné, écrasé par un autre être humain, volontairement, assassinat, guerre, eh bien, ce risque, il va en diminuant depuis des années, des décennies, des siècles, des millénaires. Et là, vous entrez, c'est un très, 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 très belle étude. Il a écrit beaucoup de livres, Pinker, dont... Oui, je l'avais interviewé pour Féminin Bio. C'est vrai qu'il montre de manière objective, en fait, factuelle, avec des chiffres, que finalement, si on prend un certain nombre de critères et de paramètres, ça va plutôt mieux, quoi. Donc, il y a des raisons d'être optimiste. Voilà. Mais c'est incroyable, parce que vous découvrez que les historiens ou les préhistoriens sont capables... Et ça, moi, je tire mon chapeau parce que c'est incroyable d'arriver à Ils sont capables de savoir, même au paléolithique, c'est-à-dire à l'époque avant même l'invention de l'agriculture, capables de dire de quelle façon sont morts des humains. Et ils mettent tout ça dans des courbes, et vous vous apercevez, et ça, mon ami Sacha ne veut pas le croire, comme la plupart des gens ne veulent pas le croire, que la violence, en réalité, elle ne s'accroît pas, elle diminue. Et elle diminue de manière, mais c'est pas une vague diminution, elle diminue de manière drastique, radicale. Quand je m'occupais du journal Clé, avec Jean-Louis Servan-Schreiber, nous avions fait un grand article là-dessus, sur Pinker, et
en testant auprès de nos lecteurs, on s'était aperçu que les lecteurs n'y croyaient pas une seconde. Les gens sont persuadés, à notre époque, que la violence augmente, au contraire. Que la violence augmente. Et Sacha, comme les autres, mon jeune personnage Sacha, il me dit « Ah bon, parce que tu vas peut-être me dire que le XXe siècle, avec 2 guerres mondiales, la Shoah, les goulags, les guerres coloniales, a été moins violent que le 19e ?» Eh bien oui, c'est mathématique, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux et que le risque pour un individu particulier d'être tué par un autre, ce risque va en diminuant, mais comme une pente, vous savez, à 20 degrés. C'est très frappant. Et donc, quelque part, nous sommes dans le déni. Curieusement, nous sommes dans un double déni. Nous sommes dans le déni que nous détruisons la planète et qu'il faudrait vraiment changer d'attitude. Mais en même temps, nous sommes dans le déni de notre force et de notre, finalement, amélioration intérieure. C'est ça. Alors, on va y revenir aussi sur ce déni et puis sur l'éco-psychologie, je le disais au début. Cette histoire de noosphère, pour bien le comprendre, il y a cette idée de conscience nouvelle et l'idée aussi de la spiritualisation de la matière, selon Chardin, ou comme dit Bergson, que la conscience s'infiltre de plus en plus dans la matière au fil de l'évolution. J'aimerais bien que vous reveniez effectivement là-dessus, sur ces forces. Alors Teilhard de Chardin, lui, parlait aussi de cette non pas fusion, mais convergence, tout en gardant les singularités vers le point oméga. Ça peut paraître un peu complexe, dit comme ça. Et puis, est-ce qu'on peut nommer tout ça ? Ça paraît toujours délicat. Mais finalement, est-ce que vous arriveriez à nous expliquer justement ce mouvement, en fait, de la noosphère ? C'est vraiment un mouvement, moi je le ressens comme ça. Teilhard de Chardin, et ça, Vernadsky l'écoute avec intérêt parce que c'était pas exactement dans ses concepts à lui. Teilhard est frappé par l'idée que à partir de l'avènement de l'humain, les formes nouvelles de vie ne partent plus en étoiles ou en buissons qui partent un peu dans tous les sens, mais convergent, qu'il y a une convergence et que l'humain est en quelque sorte responsable d'un rassemblement des différentes forces évolutives vers quelque chose qui est à l'infini, mais qu'il appelle point oméga. Et alors le point oméga, ça, je pourrais pas vous en parler réellement, parce que quelque part c'est de l'indicible, et que moi j'ai beaucoup enquêté sur des choses indicibles, donc on peut tourner autour, on peut danser autour de l'indicible, de l'ineffable, que peut-être on peut atteindre par l'art, et par un sentiment intérieur. En tout cas, pour Chardin, juste pour faire une parenthèse, lui, il était croyant, il était jésuite, prêtre. Donc pour lui, il y avait cette idée de l'alpha et de l'oméga, du tout, qui est à la fois fini et infini. Tout est dans le tout. Pour lui, ce point oméga, c'est le Christ. Pour lui, c'est le Christ. C'est le Christ. Il le dit, il s'en cache pas du tout. Pour lui, c'est absolument toute cette évolution, elle est christique, c'est-à-dire que Jésus en étant d'une certaine façon le divin incarné, a montré la voie, et c'est en le suivant, en l'écoutant, en prenant exemple le plus possible sur lui. C'est très difficile parce que là aussi c'est un peu à l'infini, mais on peut toujours essayer de tendre vers l'infini, que nous allons faire converger les différentes formes vivantes vers quelque chose qui va nous rassembler. Et ce que vous avez dit dans votre question est très 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 important, c'est-à-dire que quand ils en parlent, ils disent mais alors finalement les humains qui sont de plus en plus nombreux, alors ça va à un moment donné s'arrêter, on cesse de faire des enfants comme jadis, mais nous sommes tout de même très très nombreux, nous sommes concentrés, nous vivons dans des
dans des villes, même si on retourne un peu à la campagne, il y a une concentration, et cette concentration, elle est physique, mais elle est aussi psychique et spirituelle. Et l'image qui vient à Vernadsky à un moment donné, il dit, mais alors, est-ce que vous voulez dire que c'est comme une fusion nucléaire? C'est-à-dire que les atomes, comme vous savez ce qu'est notre Soleil. Notre Soleil est une petite étoile, très simple, parce que c'est simplement de l'hydrogène qui s'écrase, les atomes d'hydrogène qui s'écrasent les uns sur les autres pour donner de l'hélium. Et ça s'écrase et ça fait une énergie énorme. Et Teilhard, et donc Vernadsky demande à Teilhard, est-ce que vous pensez que les esprits humains, comme ça, en convergeant les uns vers les autres, vont finalement fusionner pour donner une sorte de conscience globale? Et Teilhard lui dit, je ne vois pas ça du tout comme ça, je ne le sens pas comme ça. Et il a une démonstration très belle, je trouve. Il dit, le fait de se rapprocher les uns des autres, le fait qu'on soit de plus en plus proche d'un nombre de plus en plus grand d'humains, et on le voit sous des formes négatives, mais aussi positives. Aujourd'hui, par Internet, par exemple, quand même, vous êtes relié à un nombre incroyable de gens. Est-ce que ça va fusionner? Et il dit non, dans la mesure où ça se fait de façon amoureuse, de manière sympathique, de manière empathique. Remarquez-le sur vous-même. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, l'exemple amoureux est évidemment le plus fort, mais on peut prendre d'autres formes de rapprochement sympathique. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, et que c'est réciproque, et que c'est vraiment vécu, et que c'est authentique, eh bien, vous ne fusionnez pas avec l'autre personne. Vous pouvez dire des choses comme « tu me rends... je suis moi-même plus que jamais quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi, tu éveilles en moi tout ce qu'il y a de singulier. » Et c'est une sorte de révélateur. C'est un révélateur, je me révèle le à fait. moi-même. Oui. Et ça, on le vit à des degrés moins spectaculaires, mais tout aussi forts, dans un travail d'équipe, par exemple. Moi, j'ai été pendant 20 ans dans un groupe collectif qui s'appelait le Journal Actuel, et on vivait ensemble, on était dans la même grande baraque, et le fait... On s'aimait les uns les autres, on n'était pas amoureux, c'était pas ça, mais on était en sympathie, on était en écoute les uns des autres, et c'est vrai que jamais j'ai été autant moi-même. Et ça, Teilhard le généralise en disant la noosphère, c'est quand les consciences humaines individuelles se rapprochent les unes des autres, et ça ne va pas faire une espèce de gros grumeau, une espèce de conscience dont on aurait... Non, et ça c'est très chrétien, c'est-à-dire que l'idée que la personne, et c'est pour ça je suis content, à un moment donné, je rencontre un jeune homme qui est très branché sur le personnalisme de Emmanuel Mounier, qui était un grand personnage chrétien des années... 50, ouais. 20-30, parce qu'il crée la revue Esprit déjà avant la guerre. Ouais, il est mort jeune. Hein. Il est mort jeune, et c'est cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau avec l'humain, et avec l'humain moderne, et avec l'humain qui se trouve confronté à beaucoup de semblables. À un moment donné, si c'est fait dans l'amour, au sens large de ce mot, les singularités vont être exaltées. Elles ne vont pas, contrairement à l'idée d'une masse tout est pareil, on est tous uniformisés, parce que c'est vrai aussi, il y a ces forces-là qui font que, bah oui, on circule sur la planète petit à petit, on est tous pareils, etc. Mais il y a une force opposée, et c'est la force opposée qui est du côté de la vie, et qui est du côté de l'évolution. De la biodiversité, finalement. Oui, on pourrait dire, oui. Y compris humaine. Qui est partout. C'est une biodiversité, c'est la suite de la biodiversité, elle atteint le niveau de la conscience, et la noosphère, c'est finalement ça. C'est-à-dire que alors c'est quelque part un rêve, mais en même temps ce rêve se réalise petit à petit, et j'en suis complètement persuadé.
Alors, c'est vrai que pour vous, la nosphère est une réponse qui serait candidate à toute cette évolution, mais qui serait glissante, car mystique, métaphysique. Donc, aujourd'hui, tabou encore, dans un monde fermé, qui est aujourd'hui fermé sur sa matérialité, qui reste encore beaucoup au plan scientifique, il n'y a pas de sens, finalement, à tout ça. Donc ça, vous en parlez aussi beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez envie de dire un mot là-dessus, ou ça vous paraît un peu trop complexe ? Oui, je peux dire un mot, c'est-à-dire que le problème, et ça c'est très très bien dit chez Denis Marquet. On fait sa promo, on l'adore, Denis. Je fais la promo de Denis Marquet, c'est-à-dire que le problème du matérialisme et de l'humanisme athée, c'est qu'il se réfère à lui-même comme origine. Je suis ma propre origine, en quelque sorte. Je ne suis pas créé par... je n'existe pas du fait de quelque chose qui me dépasse. Et de mon point de vue, je partage le point de vue de ceux qui disent que ça, quelque part, c'est le défaut, c'est le gros problème. C'est-à-dire que nous sommes géniaux, oui. Nous sommes invités. Alors ça, c'est complètement chrétien ou judéo-chrétien ou judéo-christo-musulman d'ailleurs, parce que nous sommes invités à co-créer le monde. Et si je prends exactement la parole donc du livre qu'est la Bible, nous sommes invités à créer le monde pendant 6 jours. Ça va, pendant 6 jours, on est tout seul, on crée. Et puis le septième, il faut s'incliner et reconnaître que nous ne sommes pas à l'origine de nous-mêmes. Quelque chose nous dépasse infiniment et nous habite. Et ça nous fait grandir, contrairement à ce que pourraient s'imaginer certains. Parce qu'il y a 2 façons de s'incliner. Vous pouvez vous incliner et que ça vous écrase. Et vous êtes comme un esclave, et ça, c'est ce que redoutent le plus nos contemporains matérialistes, d'une certaine. Mais vous pouvez aussi vous incliner d'une façon qui vous élève, et vous incliner en disant « Je suis le fruit de quelque chose qui me dépasse infiniment, mais ce disant, je participe à cet infini m'habite. Je suis Hubert Reeves, l'astronome, il a écrit ce livre qui s'appelle Poussière d'étoiles, qui est merveilleux, parce que c'est vrai que les atomes qui nous constituent, en dehors de l'hydrogène qui est né du Big Bang, mais en dehors de l'hydrogène, tous les autres corps, ils ont été créés dans des étoiles géantes. Nous sommes... touchez-vous, prenez votre main, regardez-la, elle est faite de poussière d'étoiles. Réellement, c'est même pas une... C'est pour ça que nous sommes forts. D'ailleurs, vous le disiez au début du récit de notre entretien, sans avoir précisé pourquoi, mais c'est aussi pour ça. Oui, complètement, c'est-à-dire que on peut le dire matériellement, et ces poussières d'étoiles se sont organisées en molécules géantes qu'on appelle ADN, qui reste un truc très très qui nous dépasse pour le moment. On ne sait pas. Ça fait des décennies et des décennies qu'ils essaient de recréer du vivant. Peut-être qu'on y arrivera, mais pour le moment, ils n'y arrivent absolument pas. C'est un truc qui nous dépasse beaucoup. La vie, d'une manière générale, toutes les nous dépasse. On a des technologies géniales. On est content. On invente des ordinateurs fabuleux et on va sur la Lune ou sur Mars. Mais on est à la maternelle par rapport à la sophistication du vivant. Le vivant est infiniment... C'est pour ça que le biomimétisme d'un des collapsologues qui s'appelle Gauthier-Chapelle, pour moi, est très, très, très important. C'est-à-dire que l'école numéro 1, devant laquelle on admet aujourd'hui de plus en plus qu'il faut s'incliner, c'est toute la nature qui est venue avant nous et qui est très, 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 très complexe, très belle, très sophistiquée, d'une inventivité dingue, imaginez toutes les formes que ça a pris, c'est complètement fou. Oui. Et nous, oui, d'accord, on est des très grands inventeurs, on est invités à participer à tout ça, mais donc voilà, en effet, pour moi, le fait d'admettre une transcendance, et une transcendance amoureuse,
change tout et nous délivre de la prison supposée absurde dans laquelle nous serions enfermés. Oui, d'ailleurs, Teilhard de Chardin parlait beaucoup, évidemment, de l'amour. Et puis tout ça, ça nous amène à nous poser cette question de cette conversion intérieure, de cette métanoïa, de la métamorphose intérieure, cette idée aussi du cœur global dont vous parlez, la noosphère, de cette conversion, de ce retournement à l'échelle collective, de cette grande métamorphose. Voilà, on pourrait, comme ça, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, ajouter encore des qualificatifs. Comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a ce double impératif à la fois de la profonde liberté intérieure et de l'individualité, sinon tout serait vain, vous le précisez, et en même temps d'une participation active des individus à cette cause commune. Et c'est là aussi où, évidemment, les collapsologues appellent à ça, c'est là où on revient sur cette idée du lien, de l'entraide, qui avait déjà été déclinée, vous le disiez, déjà au XIXe siècle, ce que Sacha, votre personnage, découvre aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, on peut aussi s'intéresser à ce courant, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, de l'éco-psychologie de Johanna Macy, qui est philosophe, spécialiste de la théorie générale des systèmes, et qui a développé cette idée du active hope, qui donne vraiment cet espoir, ce qui compte vraiment pour toi, do it now. Voilà, pour qu'on donne aussi des solutions à celles et ceux qui nous écoutent par rapport à la participation, à l'avènement peut-être de cette noosphère. Question un peu longue, je l'avoue. Oui, l'éco-psychologie, c'est quelque chose de très riche. Je veux dire, je vous en parlerai mieux dans quelques temps parce que je me suis inscrit à un stage en Belgique, un stage de cette discipline, cette méthode que Johanna Macy a inventée qui s'appelle le travail qui relie. Mon ami Gauthier Chapelle m'a prévenu que dans cet atelier, j'allais certainement pas mal pleurer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça m'est un peu familier parce que avec Kübler-Ross et l'accompagnement des personnes en fin de vie, je me suis rendu compte de toute la peine, tout le chagrin que je gardais, en fait, bien refoulé au fond de moi pour être efficace, joyeux, etc. Mais quand c'est sorti, ça a été ma première métanoïa, parce que métanoïa, ça veut dire conversion, n'est-ce pas ? Retournement de situation, retournement intérieur. Et donc ça, je l'ai connu très, très modestement, mais je l'ai connu il y a une quarantaine d'années, quand j'ai découvert cette chose très étonnante que, bien sûr, il faut pas chercher à souffrir, ça serait du masochisme, du dolorisme, il ne faut pas du tout chercher à souffrir, mais, comment le dire vite, quelqu'un qui n'aurait jamais souffert comprendrait rien. Et quelqu'un qui arrive à s'ouvrir à sa propre souffrance, à en prendre conscience, à ne pas la refouler, à la ressentir, certains diraient en éco-psychologie ou en psychologie tout court, d'ailleurs, en psychologie émotionnelle, c'est Catherine Emlé-Périssol qui parle de ça très bien, arriver à conscientiser, même de manière très très concrète. Là, je souffre, je suis dans un chagrin terrible, et respirer et prendre conscience. Oui, j'ai mal, là, mon ventre est serré, j'ai comme une épée brûlante dans la gorge, s'ouvrir à ça. Et dans la mesure où ça se fait pas seul, parce qu'on peut, mais c'est toujours très difficile de le faire seul, dans la mesure où on est accompagné, et c'est ça que j'admirais chez Kübler-Ross, c'est qu'elle accompagnait formidablement, et que c'est accompagné dans la compassion, dans quelque chose, mais ça ne s'invente pas, c'est-à-dire qu'il faut de la pratique, on peut pas, c'est comme pour accompagner une personne en fin de vie, ça ne s'improvise pas, il faut de la pratique. Être formé, oui. Être formé, ça veut dire avoir beaucoup pleuré sur soi-même avant de pouvoir pleurer sur l'autre, dans des jeux comme ça. Et à ce moment-là, il se passe une chose qui m'avait bouleversé à cette époque-là, donc en Amérique, de nouveau, c'était de nouveau l'Amérique, l'Amérique des gens qui vont mourir.
eh bien, je m'apercevais au bout de quelques jours, parce que c'est quand même une formation qui dure plusieurs jours, que des gens que vous avez vus souffrir, mais des histoires atroces, je ne vous donne pas les détails, mais des gens qui recrachent toute leur vie, et des filles qui ont été violées par leur père, des trucs abominables, des gens qui ont perdu des proches dans des conditions affreuses, dans la mesure où ils ont pu externaliser tout ça, le sortir, et que c'était accueilli avec bienveillance par quelqu'un qui écoutait, qui ne disait rien, qui ne faisait que être là et écouter, à ce moment-là, je voyais ces gens-là, mais c'est comme s'ils rayonnaient de quelque chose. Et j'en étais presque arrivé, c'est horrible à dire, mais j'en étais presque arrivé à jalouser leur souffrance, parce que moi, j'avais après tout pas souffert tant que ça. J'en étais presque arrivé à les jalouser, c'est beaucoup dire, mais je voyais qu'il y avait une richesse que jamais je n'aurais soupçonnée, parce que... Là, on revient, Patrice Van Der Sel, on revient complètement à notre Teilhard de Chardin, qui est au comble de l'horreur, ou à Vernadsky. Et vous citez aussi Viktor Frankl, Étienne Lessoum, etc., qui, au comble de la souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit la guerre, les camps de concentration, la perte de proches dans des conditions terribles, etc., à un moment donné, il y a ce sursaut, effectivement, de ce mouvement de la vie, qui permettait à Viktor Frankl de dire à ses semblables « Venez admirer le coucher de soleil », alors qu'ils ne savaient pas s'ils allaient être gazés le lendemain. C'est vrai que je comprends ce que vous dites aussi. On peut le comprendre, même si je ne le comprends pas forcément dans ma chair. Oui, c'est ça. Mais ce retournement, c'est un peu à ça qu'invite Johanna Messi, parce que vous parliez de l'éco-psychologie. De l'éco-psychologie, oui. Johanna Messi, dans ses ateliers, si j'ai bien compris, c'est ça. Et c'est évidemment pour déboucher sur quelque chose de complètement vivant et d'admirer le coucher de soleil. Oui, on en devient capable à ce moment-là, alors qu'on était dans une souffrance, un chagrin qui vous obstruait tout. C'est possible, c'est-à-dire que, moi je l'ai vécu un tout petit peu, mais je sais que ça existe, c'est possible, et cette métanoïa, ce retournement qui fait que vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. Le monde change. Moi, j'ai pas mal travaillé sur les expériences de mort imminente, vous savez, c'est-à-dire cette expérience tout à fait incroyable que vivent de plus en plus de gens, parce que nos techniques de réanimation sont de plus en plus perfectionnées. C'est très matériel, on sauve de plus en plus de gens qui, normalement, dans toutes les autres cultures, même les grandes cultures, seraient mortes. On les ranime, et il y a environ peut-être 20% à peu près des gens qui ont vécu pendant le moment où ils étaient en train de basculer, ils allaient presque mourir, ils étaient en train de mourir, on les sauve, et ils ramènent cette expérience dont vous avez forcément entendu parler, qu'on appelle en France expérience de mort imminente, et quelque chose s'est retourné en eux. C'est retourné en eux parce que, il y a plein de raisons, mais une des raisons qui me frappe beaucoup, c'est qu'ils disent, c'était incroyable, j'étais dans un état de conscience que j'avais jamais connu, c'était merveilleux, parce que j'étais dans un calme infini, et j'ai revu ma vie. J'ai revu ma vie jusqu'aux petits détails, complètement oubliés, même de mon enfance, tout. J'ai revu toute ma vie. Quelquefois, ça se passe... en quelques secondes, c'est pas le même temps. Ils sont sortis du temps, en quelque sorte. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai revécu ma vie comme je l'avais vécue la première fois, avec des souvenirs frappants qui m'avaient échappé, mais je l'ai vécu aussi comme l'avaient vécu tous ceux que j'ai influencés, tous ceux avec qui j'étais. J'ai ressenti ce qu'avaient ressenti les autres autour de moi. Et ça a été... complètement, c'est comme ils ont comme un revécu holistique en quelque sorte. Oui, avec un autre prisme, quoi. Avec un autre prisme. Alors pour le dire bêtement, si j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai ressenti ce mal. Si j'ai fait du bien à quelqu'un, je l'ai ressenti. Alors, on pourrait dire qu'on est au-delà du bien et du mal d'ailleurs, parce que je l'ai donné, j'ai reçu ce que j'ai donné. Bon. Et ça les métamorphose complètement, parce qu'ils se rendent compte que qu'ils ont été beaucoup dans l'inconscient, quoi, qu'ils ont été beaucoup dans l'aveuglement. Et ce retournement, il est très très beau, pas toujours facile.
Bah oui, on n'a pas forcément envie en même temps d'en passer par là pour avoir ce retournement, parce qu'on aimerait bien, pas forcément. Mais c'est vrai qu'on voit qu'ils ont une lumière, une grâce particulière. Je pense à Anita Bourjani, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Ah bon, vous l'avez rencontrée ? Voilà, pas pour Métamorphose, mais pour Féminin Bio. C'est vrai qu'elle irradie une lumière particulière. Je pense aussi à Eben Alexander, ce neuropsychiatre, neurochirurgien, je crois, qui témoigne dans son livre chez Très Daniel, là. Oui, ça y est, son nom m'échappe. Le truc sur l'éternité, là. Voilà, qui témoigne de ça. Ils ont quand même une lumière particulière. Après, on a envie de se dire, on a envie de passer par ce retournement intérieur, sans forcément passer par là. Alors moi, je l'ai trouvé quand même, parfois, j'ai une amie très proche qui est bonne sœur, et je trouve cette joie et voilà. Ça me fait penser aussi, puis on finira peut-être le podcast, Patrice Van Hersel, si vous êtes d'accord. C'est un podcast très long, certainement un des plus longs dans l'histoire de Métamorphose. Je vous avais prévenu, je suis bavard, je suis désolé. Voilà. Et moi, je suis passionnée, donc les deux ensemble, ça va bien. Et on pourra encore tirer d'autres fils. Je crois que je n'ai pas posé, il y a un tiers ou la moitié des questions qui restent. C'est vrai que je pensais à cette phrase, la journaliste et écrivaine, et je le dis avec émotion, Anne-Dauphine Julian, qui vient de perdre son 3e enfant après avoir perdu déjà ses 2 petites filles que j'ai reçues dans ce podcast à l'occasion de son livre Consolation. Et son fils qui vient de partir disait la mort, c'est pas grave. La mort, c'est pas grave. Et je trouve que finalement, il y a quelque chose dans ce que vous dites là, des expériences de mort imminente et de ce retournement. Et vous le dites bien aussi d'ailleurs dans votre livre, que si finalement il n'y avait pas d'espérance d'autre chose, d'un mouvement, d'un mystère, ce mouvement de vie presque n'existerait pas, parce qu'il aurait compris qu'il ne sert à rien quelque part. Hein. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquez très bien avec vos mots, mais ça tombe sous le sens, la façon dont vous l'expliquez, je trouve. Et ça me fait penser à ça. Oui, c'est encore une fois, c'est s'incliner devant quelque chose qui nous dépasse et qui prend des formes d'une beauté inimaginable. Donc oui, voilà, là les mots me manquent aussi quand il s'agit de parler, parce que la souffrance du monde est grande, mais il faut absolument réaliser ce qui nous habite. Dans les dialogues avec l'ange, il est dit que nous sommes un ange amoureux d'un animal, et d'un animal amoureux d'un ange, et que cet ange, il nous parle, cet ange, c'est-à-dire cette partie de nous qui est créatrice, qui est créatrice en particulier parce que nous parlons. Alors il ne faut pas forcément être bavard comme je le suis. Ça peut quelquefois se réduire à quelques mots, comme dans un haïku, dans un court poème japonais. Mais cette force, elle nous habite tous. Et quelque part, nous avons de l'or entre les mains que nous négligeons, que nous ne voyons même plus, hypnotisés que nous sommes par les feux du spectacle, de la consommation aussi, alors que... Mais j'ai grand espoir, parce que je trouve que les nouvelles générations, je vois la génération de mes enfants, et puis maintenant de mes petits-enfants, est très belle. Après 68, on a eu de grands idéaux, mais quelque part, c'était encore très immature, c'était quelque part, égotique. Je les trouve plus mûrs, je les trouve plus ouverts, plus conséquents. Donc tout va bien. Parfait, tout va bien. Quelle bonne conclusion. Merci infiniment, Patrice Van Hersel. On va s'arrêter là pour ce message d'espoir. Alors, pour aller plus loin, évidemment, je rappelle que votre ouvrage, extrêmement bien documenté, vous l'aurez compris à travers cet entretien, qui s'appelle Noosphère, est publié aux éditions Albin Michel. Et puis, bien entendu, on peut retrouver tous vos autres livres, La Source Noire, La Source Blanche, etc. Et on peut trouver tout ça sur les réseaux. Merci beaucoup, Patrice. Merci infiniment, Anne. Merci.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.